succédé. Quel regard les habitants portent-ils sur ces actes posés? Réponse à suivre dans ce journal. Et enfin, la répartition des intrants agricoles fait grincer des dents dans le Ndoukoumane et le Saloum. Le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural s'engage à rectifier le tir. C'est l'objet du dossier du jour. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Le président Macky Sall, persona non grata chez les magistrats. Le bureau exécutif de l'UMS ne veut plus de l'exécutif soit aux commandes du Conseil supérieur de la magistrature. Les magistrats réclament leur autonomie. Les camarades de Maguette Diop fustigent les manquements des pouvoirs publics qui, selon eux, entravent l'indépendance et le fonctionnement de la justice. Le sujet est signé Ababakar Saderta. Le chef de l'État au banc des accusés. Les magistrats ne veulent plus qu'il préside aux destinées du Conseil supérieur de la magistrature. On a demandé à ce que l'exécutif sorte du Conseil supérieur de la magistrature. Parce que c'est l'organe que nous avons le plus cher. Et nous avons vu qu'effectivement, les gens l'ont toujours perçu comme une image négative de la justice. Et pourquoi pas, on ne peut pas arriver à un jour où le Conseil supérieur de la magistrature sera présidé par un magistrat. Mais dans beaucoup de pays du monde, ça se passe comme ça. Et là aussi, ça contribue au renforcement de l'indépendance de la justice. Il y a d'autres problèmes. Parce que si le président de la République est conseiller supérieur de la magistrature, mais il doit être le premier à se soucier davantage de ces mots-là, la situation dans laquelle la justice est confinée, mais ce n'est pas acceptable. Les conditions de travail des collègues sont draconiennes, extrêmement difficiles. Allez-y dans les régions, vous verrez les bâtiments qui abritent les juridictions. En plus des problèmes que rencontrent les magistrats, Maguette Diop est revenu sur les mots qui gangrènent le pouvoir judiciaire, notamment sur le traitement dévalorisant réservé aux élèves greffiers. Il déplore en outre le non-respect des accords pour les travaux des bâtiments du centre de formation judiciaire. On est au centre de formation judiciaire. Vous avez vu ce qui se passe ici? Vous avez vu le bâtiment là, j'espère que vous allez le filmer, qui devait abriter le centre de formation judiciaire en attendant qu'on ait un autre site pour l'érection d'une école autonome. Mais ce bâtiment tarde à être finalisé pour une école d'une renommée internationale comme le centre de formation judiciaire. Prenez le cas des élèves greffiers, vous voyez ce qu'ils perçoivent. Moi, je m'intéresse à ce que la justice, dans toutes ses composantes, soit vraiment mise dans de bonnes conditions. Les greffiers, ils ont un salaire, je ne sais même pas, c'est une bourse qui est dérisoire par rapport aux autres élèves qui sont à l'ENA. Depuis la réforme de l'ENAM, devenue l'ENA et CFJ, se pose un problème de local pour ces derniers. Ils sont toujours hébergés par les administrateurs, ce que les magistrats trouvent inacceptable. L'Union des magistrats du Sénégal ne digère pas les sorties de Idrissa Seck sur la grâce accordée à Karim Wade qu'il qualifie de deal et celle de Maître Ousmane Seye sur le protocole de Rebeuss. Son président ne tolère pas que la justice sénégalaise soit traînée dans la boue. Selon Maguette Diop, ils ne sont ni de près ni de loin mêlés à ces règlements de compte politiciens. Maguette Diop est interrogé par notre reporter. La justice doit être respectée. Si des gens prennent des décisions à leur niveau, ils n'ont qu'à l'assumer. On me parle de protocole ou autre, la justice n'a rien à voir là-dessus. On me parle de grâce ou autre, la justice n'a rien à voir là-dessus. La justice a fait son travail, c'est terminé. Il faut ça aussi que ça soit clair. Il faut qu'on rétablisse la vérité. Cette confusion doit prendre fin. Moi j'ai dit, dans cette affaire, dans l'affaire Karim Wade, la justice a fait son travail. Il faut qu'on respecte l'autorité de la chose jugée. La justice doit être la première à respecter l'autorité de la chose jugée. Elle a jugé cette affaire définitivement, mais elle s'en est dessaisie. Maintenant, le président de la République, moi je l'avais dit et je le reconnais, c'est son droit le plus absolu de gracier qui il veut. Mais ça ne concerne pas la justice. La justice, cette affaire est derrière elle. Le protocole de Rebeuss, vous avez vu, il y a une cacophonie. Mais qu'en est-il exactement? Est-ce que vous avez vu une signature d'un quelconque magistrat? Est-ce que l'arrêt de non-lieu rendu par la commission d'instruction, est-ce que cet arrêt est objectivement défendable ou non? Je vous demande d'aller voir dans le dossier. Est-ce qu'il y a des motifs qui peuvent combattre les énonciations ou bien la motivation de l'arrêt rendu par la commission d'instruction? La commission ne peut examiner que les éléments qui sont soumis à son examen. Maintenant, le reste, si 2 ou 3 individus s'enferment dans un bureau et décident ce qu'ils ont décidé, mais pourquoi on veut prendre la justice pour responsable de tout ça?
Le débat a atteint son paroxysme avec des déballages à tout va sur l'existence ou non du protocole de Rebeuss. La dernière en date est celle de Maître Ousmane Seye qui vilipende Idrissa Seck. Des Sénégalais interpellés soutiennent que l'opinion est en droit de savoir la vérité sur ce protocole. D'autres sont convaincus que certains hommes politiques violent le secret d'État pour des raisons politiciennes. C'est un travail de Côte d'Indjaye. Au Sénégal, il n'est pas rare que de gros dossiers judiciaires se terminent par des arrangements, souvent à l'insu des Sénégalais. Une situation récusée par certains citoyens rencontrés. On parle du protocole de Rebeuss et le peuple n'en connaît absolument rien et c'est dommage. Et je pense qu'aujourd'hui, la plupart des Sénégalais ne veulent plus de la politique avec cette manière qu'on est en train de vivre. L'avocat Sambaré, celui-là a démenti. Donc il n'a qu'à démontrer lui-même, Maître Ousmane Seye, que le protocole de Rebeuss existe. Et que les journaux au moins puissent publier cela. On ne peut pas accuser quelqu'un sans preuve. Sur l'existence ou non de protocole, ces citoyens exigent la lumière sur ces dossiers au moment où certains pensent que l'État est ainsi fait. On n'a pas intérêt à divulguer le secret d'État sur la voie publique. Tout État qui marche normalement a ses secrets et tous les tenants de cet État ont l'obligation de garder ces secrets. Le peuple est souvent snobé en ce qui concerne ces protocoles. Par exemple, Karim Wade a été libéré à 1 h du matin et a voyagé en catimini. Le peuple n'a rien compris. Pour certains, cette situation ne participe pas à la pacification de l'espace politique. D'autres interpellent la justice pour clarifier ces dossiers. Qu'il y ait des problèmes politiques entre différents acteurs de l'espace public, c'est tout à fait normal. Que ces problèmes, ces différences soient réglés par des négociations souterraines, c'est tout aussi normal. Nous avons besoin d'un espace public pacifié. Dès qu'on accuse quelqu'un, un procureur doit s'autosaisir immédiatement. D'autant plus qu'on parle de milliards. Ah, des milliards et des milliards. Vous vous rendez compte de ce que c'est qu'un milliard? Moi, je pense que les Sénégalais le savent. Et c'est l'argent du contribuable. Il va falloir donc clarifier cela. La sortie de Maître Ousmane Seye continue alors d'alimenter le débat sur l'existence ou non du protocole de Rebeuss. Les Sénégalais rencontrés restent divisés sur la pertinence ou non d'un tel débat. De la politique toujours, l'entente des forces de l'opposition tire la sonnette d'alarme. L'EFOP, qui regroupe les formations politiques de Souleymane Ndiaye, Modou Diagne Fada et Aliou Sow, met en garde le chef de l'État contre toute volonté d'augmenter le nombre de députés. Cette nouvelle force de l'opposition récuse en outre toute idée de report des élections législatives prévues en 2017. L'EFOP faisait face à la presse, c'était en présence d'Ibrahim Fall. L'entente des forces de l'opposition renvoie à la poubelle la vision du chef de l'État. Le président de la République veut augmenter le nombre de députés de 150 à 160. L'EFOP s'oppose catégoriquement à cette volonté du premier des Sénégalais. Vous savez très bien que l'opinion publique sénégalaise n'a jamais été pour des dépenses exagérées dans un pays qui est confronté à de nombreux défis. 150 députés, c'est déjà trop. En ajoutant encore 10, pour avoir 160 députés, nous ne pouvons pas comprendre. Et la conférence de leaders d'EFOP est foncièrement contre cela. Report des élections législatives de 2017, l'EFOP met en garde les autorités étatiques. Il ne faut pas qu'on tombe dans le piège de refonte de fichiers avec des objectifs ou des critères qui vont nous pousser à dire qu'on est en train de dépasser les délais de 6 mois avant les élections, pendant lesquels on doit prendre aucune décision pouvant avoir un effet direct sur l'organisation des élections et prendre prétexte de cela pour reporter des élections législatives. Concernant le fichier électoral, l'EFOP maintient sa position. Elle est pour une réforme du code électoral. Si on doit refondre les fichiers, il faut qu'au minimum que le nombre d'inscrits sur le nouveau fichier soit équivalent au nombre de suffrages, exprimés aux élections présidentielles de 2007 comme référence. Parce qu'il faut prendre quand même un excellent exemple comme référence. Si maintenant le nombre d'inscrits n'atteint pas ce chiffre-là, il faut considérer que le fichier n'est pas bon dans ce cas-là et maintenir le fichier actuel. Mais pour maintenir aussi le fichier actuel, il faut bien entendu, il faut aussi l'auditer et le mettre à jour. L'EFOP se veut plus que jamais vigilante. Elle veut inaugurer l'ère d'une nouvelle forme d'opposition, une opposition responsable.
Je l'ai annoncé en début d'édition, la Fédération nationale des associations des maîtres coraniques exige l'arrêt immédiat des opérations de retrait des talibés des rues. Le porte-parole estime que l'État a failli dans sa mission de prise en charge de ses enfants. Par conséquent, leur structure ne compte pas se plier à cette mesure. La Fédération dénonce sa non-implication dans la prise en charge, dans la prise de décision, on va dire. Lamine Fall, que nous écoutons au micro de Code DJ. Après avoir exploité les procès-verbaux en provenance des départements, la Fédération exige l'arrêt immédiat de la traque des enfants talibés. 2. Demande l'ouverture immédiate de concertation avec la Fédération sur la question des écoles coraniques du Sénégal. 3. Salue le soutien constant des chefs religieux au Sénégal. 4. Remercie la population sénégalaise pour son soutien indéfectible et les maîtres coraniques pour leur engagement et leur discipline et les recommande de ce qui suit. De rester vigilant, de continuer les séances de prière pour la protection des Dara et de l'islam et du Sénégal. Pousser quelqu'un à la radicalisation, c'est de le retrancher, le pousser dans son dernier retranchement par rapport à ses convictions religieuses. C'est dangereux, je le dis, je le réitère. Une position que ne partagent pas les collectivités locales. Elles approuvent la décision du chef de l'État. Cependant, les maires trouvent qu'ils n'ont pas été impliqués ni de près ni de loin dans l'adoption de cette mesure. Selon l'édile de Kaffrine, l'État gagnerait plus en y associant l'édile des différentes localités. Voici Abdoulaye Wilane au micro de Mansour Sow. Il y a un préalable qui n'a pas été déroulé. Les élus locaux que nous sommes n'ont pas été associés en amont de manière inclusive à cette mesure pour qu'on s'en imprègne. Mais au-delà des élus locaux, nous sommes dans un pays et une loi, une mesure doit rester inextricable aux réalités sociologiques. L'islam sénégalais est un islam soufiste confrérique. Moi-même qui vous parle, j'ai fait les Dara avant d'aller à l'école occidentale. Ça ne m'a pas empêché d'être utile à la République, utile à la nation. Ce que je veux dire, c'est que nous recommandons au gouvernement des actions de sensibilisation. Dans tout le pays, les gouverneurs et les préfets et sous-préfets doivent, dans les meilleurs délais, procéder au recensement des Dara, leur fournir des agréments et leur expliquer que ce n'est pas une mesure qui va dans le sens de combattre les Dara. Et nous changeons de registre. La Fédération internationale des ligues des droits de l'homme et l'Association des juristes sénégalaises pour la légalisation de l'avortement médicalisé. Les deux structures ont saisi le président de la République dans ce sens. L'AJS entend mener le plaidoyer avec les acteurs institutionnels et la société civile sur le relèvement de l'âge légal du mariage de la fille. Lustina Sagna nous en dit plus. Le Sénégal possède l'un des taux les plus élevés de prévalence du mariage des enfants dans le monde. En moyenne, près d'une fille sur 3 sera mariée avant son 18e anniversaire. En 2011, environ 33% des femmes âgées entre 20 et 24 ans ont été mariées avant l'âge de 18 ans. Des statistiques qui amènent l'Association des juristes sénégalaises à entamer le plaidoyer afin que le mariage des enfants soit légalement éradiqué au Sénégal. Il faut noter que bon nombre d'enfants de 10, 12, 13 et 14 ans continuent d'être donnés en mariage. Au Sénégal, on peut affirmer sans risque d'être contredit que le mariage précoce de la fille est autorisé. En effet, l'article 111 du Code de la famille autorise la fille à se marier à l'âge de 16 ans et même exceptionnellement avant 16 ans. Et l'article 300 du Code pénal, qui ne sanctionne que la consommation du mariage sur une mineure de moins de 13 ans, tolère de fait le mariage coutumier avant 13 ans. À notre avis, il urge pour notre pays de se conformer à ses engagements régionaux et internationaux en mettant en cohérence l'article 111 du Code de la famille avec les dispositions des conventions auxquelles il a souscrit.
L'occasion était également pour l'AGS et ses partenaires de féliciter le gouvernement du Sénégal par rapport à son programme de retrait des enfants talibés dans les rues de Dakar, une initiative saluée par l'AGS qui demande tout de même que les enfants non sénégalais soient rapatriés chez eux. Nous saluons cette initiative, initiative que nous saluons parce que depuis des années, l'AGS ne cesse d'alerter aussi bien les autorités que les communautés sur la situation de ces enfants qui sont dans la rue. Dans le pourcentage d'enfants dans la rue, nous avons un fort taux de pourcentage d'enfants qui nous viennent de la sous-région. Donc nous avons demandé dans le communiqué que l'État, le gouvernement, essaie de voir avec les consulats qui sont là de ces pays concernés, qu'est-ce qu'il faut faire, quelle en tout cas convention signée par rapport à ces enfants, pour que ces enfants, dès qu'ils sont une fois retirés de la rue, ramenés chez eux, que leur gouvernement puisse mettre en œuvre des solutions de maintien de ces enfants chez eux. Le mariage précoce constitue une violation flagrante de la Convention internationale sur les droits de l'enfant et de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, mais aussi tous les autres engagements du Sénégal en matière de droits humains. Intéressons-nous à présent à la chute du Prytanée militaire Charles Thiororé de Saint-Louis au concours général. Le commandant d'école minimise, le lieutenant-colonel Mbaye Gueye estime que ce concours n'est pas le meilleur baromètre de vitalité d'une école. Le ministre des Forces armées affirme de son côté que cet établissement reste le fleuron du système éducatif sénégalais. Selon lui, l'établissement n'a rien à craindre malgré son classement peu brillant au concours général, suivant respectivement les propos de Augustin Tine et du lieutenant-colonel Mbaye Gueye au micro de Gambi Diagne. Le Prytanée militaire, je pense que si vous avez bien écouté, si vous avez vu le nombre de prix, je pense que des classes de 6e aux classes de 3e, vous voyez qu'il y a un effort important qui a été fait. Ce sont des moyennes qui vont jusque dans les 18, voire 19 sur 20. Je pense qu'il y a un effort qui est en train de faire. Il y a une reconstruction. Pas pour dire que rien n'avait été fait, mais je pense qu'il y a quelque chose qui est en train d'être fait. Et c'est le plus important. Il y a des notes très importantes, très élevées. Et je pense aujourd'hui qu'on peut avoir espoir que l'école reviendra à sa place, à sa vraie place. Le Prytanée militaire de Saint-Louis est une école d'excellence. Il n'y a absolument aucun doute à ce niveau-là. Maintenant, notre ambition clairement affichée, notre intention clairement formulée, c'est d'être premier au niveau de tous les concours qui sont organisés au niveau du Sénégal, que ce soit le concours général ou bien dans d'autres concours. Et si vous avez bien vu le palmarès, l'école a gagné les Olympiades en mathématiques au niveau national. 3 élèves sur 6 de l'équipe B du Sénégal sont des élèves du Prytanée militaire de Saint-Louis. Les gens l'oublient. Nous avons gagné tous les prix en allemand cette année aux Olympiades. Donc notre école se porte extrêmement bien. Cette année-ci, nous n'avons pas été premiers. Ça arrive, ça nous donne à réfléchir pour améliorer nos performances. Et nous sommes résolument tournés vers l'atteinte de cet objectif. Mais je rappelle encore une fois, le meilleur baromètre de mesure de l'excellence d'une école n'est pas toujours le concours général. Je vous l'annonçais en début d'édition, la commune des Parcelles Assainies célèbre ses 20 ans, occasion pour la rédaction de faire le point sur l'évolution de cette localité. Quel bilan les autorités locales qui ont eu à diriger la commune ont réussi à réaliser? Comment les habitants sur place apprécient ces efforts et quelles sont les difficultés auxquelles ils sont aujourd'hui confrontés? Élément de réponse avec Aïssatou Dioptal. 20 ans d'existence, 20 ans de dur labeur. La commune des Parcelles Assainies des années 80 et 90 est différente de celle de 2016. Aujourd'hui, avec l'urbanisation galopante, la commune loge plus de 150 000 habitants. Une évolution qui ne se limite pas seulement sur la population. Il y a aussi les infrastructures. Vraiment, il y a un grand changement côté infrastructure, que ce soit au niveau des marchés, des postes de santé, des écoles. Vraiment, il y a un avancement. J'habite ici depuis 1989, mais quand j'étais ici, là où j'habite, on voyait la police. Il n'y avait pas de marché, il n'y avait rien du tout. C'était un vrai désert. Mais regarde l'évolution qu'il y a fait. C'est partout il y a des bâtiments. Je ne fais pas de la politique. J'ai fait 43 ans à Paris. Je suis à la retraite. Mais je vois que ce gosse-là, il a fait beaucoup de choses à Paris. À part ça. Parcelles daal fu mu toll nii moom lépp nice quoi
Tout est ok actuellement. Notre seul souci, nous les jeunes, c'est les stades. Nous demandons au maire de nous aider sur ce plan. La commune est en train aujourd'hui de sortir de l'ombre, donc sur le plan infrastructurel. Donc nous avons un ambitieux programme pour les Parcelles Assainies en termes d'infrastructures sociaux de base pour les jeunes, pour les femmes, et ensuite pour tout ce qui touche donc aux services municipaux. Sur le plan social quand même, les Parcelles Assainies ont beaucoup fait. Avec l'acte 3 de la décentralisation, la commune des Parcelles Assainies contrôle 24 établissements scolaires primaires, un lycée et 4 collèges. Chaque année, un bon nombre de bacheliers et étudiants bénéficient de bourses d'études. Plus de 13 000 élèves dans l'élémentaire, sans compter le privé, 4 collèges, un lycée. Nous avons scellé des partenariats avec des partenaires, avec des écoles de formation de la place, donc une cinquantaine, avec qui nous avons fait vraiment un partenariat gagnant-gagnant. Donc nous recevons les élèves, les demandeurs, les étudiants, nouveaux bacheliers, pour les orienter vers ces écoles-là. Entre 2013 et aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes au moins entre 12 000 et 13 000 bénéficiaires. Ainsi donc, la célébration des 20 ans de la commune des Parcelles Assainies va débuter ce vendredi jusqu'au 31 décembre 2016. Au cours de ces dates, différents panels sur la santé, l'environnement et l'éducation seront organisés, ce dans le but de faire des Parcelles Assainies une commune de renom. Restons aux Parcelles Assainies et cette fois nous nous intéressons à l'activité des marchands ambulants. Ces derniers peinent à s'en sortir faute de soutien et d'espace pouvant leur permettre d'exercer convenablement leurs activités. Ils bravent le chaud soleil à la recherche de clients dans l'espoir d'écouler leurs marchandises. C'est un reportage de notre stagiaire Sorna Kaloga. En cette période de forte chaleur, les marchands ambulants sont les plus exposés. N'ayant pas de place fixe, ils passent leur temps à déambuler de gauche à droite pour espérer vendre leurs produits. Avec la chaleur, le travail est devenu difficile. Du matin au soir, on se déambule sans rentrer avec un sou. En tout cas, maintenant trop, mais santé à la Ces ambulants sont confrontés à d'énormes problèmes selon un vendeur. Même si ces jeunes arrivent à s'en sortir, ils trouvent difficiles les conditions dans lesquelles ils travaillent. C'est très dur le travail. On espère que la mairie nous aidera et que l'État fera de son mieux parce que c'est vraiment difficile. Je viens à peine de débuter, juste 2 mois. C'est pourquoi j'ai pas de place. Tout le monde ne peut pas avoir de place. C'est pourquoi je suis un ambulant. N'empêche, on arrive à vendre petit à petit. Toutefois, l'espoir demeure pour ces derniers qui espèrent avoir un jour une place fixe et vendre en toute quiétude. Et nous faisons un tour du côté de Golfe Sud, la mosquée de la Cité des Nations Unies qui se trouve sur place et dans un état de dégradation avancé. Les travaux de réfection tardent toujours à finir. Les populations lancent un appel à l'endroit des autorités des bonnes volontés afin que ces travaux soient achevés. Sur place, nous retrouvons Abdoulaye Wanyanga. Les travaux de réfection de la mosquée de la Cité des Nations Unies dans la commune de Golfe Sud tardent toujours à prendre fin. Cette situation préoccupe les populations de ce quartier. Nous avons entamé des travaux depuis la grande assemblée générale de 2014 sous la présidence de son président du comité de gestion Elhadji Mansour Sow et de toute la communauté de la cité. Donc là vraiment on a entamé de grands travaux. On va faire des minarets, on va faire des boules, tout ça pour vraiment que notre mosquée soit représentative de notre cité. C'est dans ce contexte que le Daïra Sopenabi a organisé une conférence suivie d'une quête pour collecter des fonds, une manière pour ses membres de contribuer au financement de la réfection de leur mosquée. Tout ce qui vient de notre conférence va à la mosquée. Donc, que le bon effort de continuer dans ce sens. Ces derniers lancent également un appel à l'endroit des bonnes volontés et des autorités étatiques pour leur venir en aide afin d'achever les travaux de réfection de ces lieux de culte. Parce que tout notre désir va à notre mosquée. Alors, Marine Faisal, de grâce, qu'elle nous écoute,
qu'elle fasse un soutien pour notre mosquée. La population de la Cité des Nations Unies est en majorité composée de musulmans. Leur mosquée est dans un état de dégradation très avancé. Les travaux de réfection de la dite mosquée ont commencé en 2014 et tardent toujours à prendre forme. Les populations lancent un appel de détresse pour l'achèvement dans les meilleurs délais de ces travaux de réhabilitation. Autre point évoqué dans les titres, la visite du ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural dans le bassin arachidier, c'est dans le Ndoukoumane et le Saloum. La distribution des intrants agricoles bat son plein. Les agriculteurs ont apprécié la qualité des intrants. Cependant, ils déplorent le mode de répartition de l'engrais mis à leur disposition, des anomalies que compte résoudre le ministre Papa Abdoulaye Seck. C'est un dossier de Mansour Sow. Première étape de cette visite, Birkilane. Dans cette localité du Ndoukoumane, au cœur du bassin arachidier, les femmes s'activent en majorité dans la transformation de l'arachide. Cependant, elles étaient confrontées à un problème, la forte teneur d'aflatoxine, vecteur du cancer du foie, dans les produits arachidiers. Aujourd'hui, grâce au soutien à l'encadrement de l'ANCAR, l'Agence nationale de conseil agricole et rural, les niveaux de contamination par l'aflatoxine ont considérablement chuté. Aujourd'hui, on a 72 tables de traitement qui sont évacuées dans le bassin arachidier, qui permettent de réduire l'incidence du cancer du foie. Parce qu'il est montré que dans le bassin arachidier aujourd'hui, nous avons une forte prévalence de cancer du foie due à la consommation des produits contaminés par les aflatoxines. C'est pourquoi nous avons mis en place ce projet-là. Après Birkilane, Cap sur Djonié, Kaffrine, Keur Madiabel et Wakungona dans le Saloum ont tour à tour reçu la délégation du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural. L'heure est aux dernières sessions des intrants agricoles. Cependant, ces agriculteurs trouvent la quantité qui leur est octroyée en deçà de leurs attentes. C'est différent. Nous constatons amèrement que d'année en année le quota baisse. La population augmente et figurez-vous, on ne reçoit que 7 kilos, ce qui est vraiment aberrant. C'est insignifiant. Je vous jure, nous n'avons reçu que 7 kilos d'engrais, de même que 7 kilos d'arachide. C'est vraiment insignifiant. Nous sommes obligés d'associer ce que nous avons, nous ne serait-ce que même pour pouvoir avoir quelque chose. Ce qu'on vous donne en général ne suffira jamais. Parce que si vous voyez au niveau du marché, par exemple l'arachide est vendu à 250, 275 voire 300 francs. Alors que la cession ici pour les R3 c'est à 140, pour les R2 c'est à 180. Vous voyez c'est cette différence. Donc eux ils auraient souhaité qu'on leur donne davantage. Pour cette présente campagne, l'État du Sénégal, par le biais du ministère en charge de l'agriculture, dit avoir mis les gros moyens. Les intrants et matériels agricoles mis à la disposition des agriculteurs avant même l'arrivée des premières pluies. Pour nous, réussir une campagne agricole, c'est assurer d'abord une disponibilité et une accessibilité des facteurs de production à temps opportun. Lorsque les choses sont urgentes, comme disait l'autre, c'est que c'est trop tard, c'est presque raté. C'est pourquoi le Premier ministre a présidé le 17 mai un conseil interministériel regroupant l'ensemble des acteurs de la filière pour une réflexion concertée. Dans le Ndoukoumane, tout comme dans le Saloum, au cœur du bassin arachidier, l'hivernage a bien installé ses tentacules. Cette tournée a permis au ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, Dr Papa Abdoulaye Seck, de constater de visu l'état d'évolution des cessions des intrants agricoles. Un mot de sport pour boucler ce journal et nous parlons basketball. Le sélectionneur des Lions pourrait être reconduit à la tête de l'équipe A. Affirmation du directeur technique national. Le récent échec des Lions lors du tournoi qualificatif aux Jeux Olympiques n'est pas révélateur du niveau actuel de la sélection. C'est la conviction de l'entraîneur Porfirio Fisac de Diego qui rassure que c'est le processus normal de mise en place d'une équipe compétitive. Cette phase est nécessaire pour corriger les lacunes. Les précisions de Léna Sarr. Depuis sa nomination à la tête de la sélection nationale de basketball, Porfirio Fisac de Diego n'a joué que 2 matchs en compétition officielle avec l'équipe sénégalaise. 2 matchs.
Soldé par des échecs, certes, mais l'entraîneur reste convaincu que seule la première phase du processus de mise en place d'une équipe type est entamée à ce jour. Pour un résultat. Il avait déjà dit avant de partir qu'il n'allait pas à ce tournoi-là pour seulement faire des résultats. On partait à Manille pour se connaître l'entraîneur et les joueurs et vice-versa. Parce que le plus important, c'est le futur pour le pays et la fédération. On a un seul objectif, c'est que tous les jours, on soit un peu plus compétitifs et un peu plus des gagneurs. Ils disent on ne va pas rester sur seulement un tournoi, mais oui, sur se tourner vers un futur. Il a de très bonnes sensations avec le groupe. L'objectif principal reste l'Afrobasket 2017. Seulement, l'entraîneur travaille à la pige avec le Sénégal, ce qui ne garantit pas qu'il restera le sélectionneur national d'ici à 2017. Il faut aller étape par étape. Et dans cette étape, nous avons franchi la première étape. Maintenant, vous parlez de contrat. Effectivement, les